Je suis arrivé dans le quartier en 69, j'arrivais de Bécomo, et on s'est installé dans le quartier et j'ai tout de suite commencé à travailler dans le milieu communautaire dès le début des années 70. En fait, le milieu communautaire de l'époque, au début des années 70, était assez pauvre en termes d'organisation. C'était un terreau fertile pour quelqu'un comme moi qui avait le goût de développer quelque chose, de créer quelque chose. Et qui constatait des besoins importants. Alors, il y avait peu d'organismes en place. Il y avait un contexte qui permettait de trouver un financement, pas nécessairement facile, mais qui permettait un financement suffisant. Et il y avait surtout beaucoup de personnes qui avaient le goût de s'engager, mais qui ne trouvaient pas nécessairement la formule et qui ne voyaient pas comment le faire. C'était un peu comme un feu d'artifice. Il y avait des projets qui se lançaient, qui persistaient, d'autres qui tombaient. Le quartier Centre-Sud était un quartier de familles ouvrières, beaucoup à l'époque, avant les années 70. Les industries étaient dans le secteur. Là, on assistait à la fermeture de ces industries-là, donc aux pertes d'emploi des ménages. Il y a des grands pans du quartier qui ont été mis à terre, soit pour l'élargissement du boulevard Dorchester de l'époque, l'aménagement du pied du pont Jacques-Cartier ou l'arrivée de Radio-Canada. Il y avait aussi, dans le courant des années 80, l'arrivée du village gay. Alors, tout ça faisait que le milieu social du quartier était complètement transformé. Le défi qu'on avait, qu'on percevait nous autres comme organisation communautaire pour répondre aux besoins des citoyens, c'était de trouver la façon de maintenir une place pour ces citoyens-là qui étaient traditionnellement du quartier. Alors, des organismes comme Interloche qui ont vraiment été créés pour maintenir en place des familles à faible revenu dans le quartier. Mais si on parle en termes d'événements, l'événement qui me rappelle les meilleurs souvenirs, c'est l'opération populaire d'aménagement en 86, alors qu'on a, dans une fin de semaine, invité la population locale. Ils étaient 75 personnes, soutenues par des professionnels. On les invitait à venir redessiner des parties de leur quartier qui étaient en friche. Alors donc, ça a été un événement marquant parce qu'on a en même temps permis aux gens de constater qu'ils pouvaient jouer un rôle dans l'aménagement de leur territoire, dans la façon qu'on doit concevoir et organiser leur milieu de vie. Alors ça a été un événement qui a inspiré d'ailleurs beaucoup d'autres événements par la suite dans le quartier. On devait toujours créer. On n'était pas des spécialistes, on était des gens qui avaient le goût de s'équiper, d'équiper leur société, d'équiper leur milieu d'un outil de développement. Et les organismes communautaires étaient cet outil-là. Et donc, c'était très stimulant, très plaisant que de s'impliquer dans ces aventures-là, parce que souvent, c'était des vraies aventures. Je suivais des cours, justement, à la maison du quartier, à la maison des Sœurs du Bon Conseil. Je suivais des cours, là, puis c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui est venu me chercher, qui disait tu devrais aller voir ça, je pense que tu aimerais ça t'aiderait. Enfin, j'ai été voir. Ah, là, j'ai rencontré d'autres mondes. Ah, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à bouger, sortir de la maison. C'est le commencement de tout. T'sais. On a fait quand même pas mal de choses avec le service aux familles, qui est devenu un centre de femmes après ça. Puis on a fait une garderie. On a mis une garderie dans ce temps-là. Puis on a pataugé pas mal dans ce secteur-là. C'était la première place que j'ai travaillé. Puis celui qui était là, qui l'avait mis sur pied, au service aux familles, lui, il est parti. Fait que là, il cherchait quelqu'un à mettre à sa place. Et elle m'a suggéré, avec toute la frayeur que je pouvais avoir, parce que je me disais, ouais, tu sais. Mais finalement, j'ai accepté, parce que les employés votaient pour moi aussi, là. Enfin, je vais essayer.
Je suis arrivée dans le quartier en 1970 comme étudiante, puis là, on a occupé l'université, puis on a fait différentes choses, puis ce qui fait que j'ai lâché les études, puis j'ai commencé à travailler à la DDS, l'Association pour la défense des droits sociaux. C'était des années quand même, il y avait beaucoup de taudis dans le quartier. Il y avait une volonté de la population d'avoir accès comme à des conditions de logement plus intéressantes. Il y a eu la bataille de la taxe d'eau. Avec la DDS, les gens qui étaient sur le bien-être social se sont regroupés puis ils ne voulaient pas payer la taxe d'eau. Oui. Finalement, ça a été aboli, la taxe d'eau. Oui. Mais ça a été une bataille qui a beaucoup mobilisé le quartier, qui a regroupé beaucoup de personnes, et dans notre quartier et dans les quartiers environnants. Il y avait une volonté de se regrouper aussi. Autant la DDS se regroupait de Centre-Sud avec les autres quartiers de Montréal, mais dans Centre-Sud, les organismes cherchaient à travailler ensemble. Puis là, il y avait un emploi qui s'offrait à la Criée. C'était un journal qui partait dans le quartier. Moi, j'habitais dans la coopérative avec Lucienne, que j'ai vu ça, où on préparait la coopérative, puis tu m'avais parlé de cet emploi-là, puis j'ai appliqué, puis je l'ai eu. Ça venait du YMCA, ils nous envoyaient ça, là, puis ils trouvaient qu'il n'y avait pas de journaux dans le quartier, puis ils proposaient d'en mettre un. Fait qu'on a dit, on ne va pas laisser ça aux étrangers, tu sais, tant qu'à faire. Non, on s'est mêlé de nos affaires. Il y avait deux objectifs. On voulait mobiliser les membres des organismes qui participaient à la Criée, puis on voulait aussi informer les gens du quartier. Il y avait un travail d'information à faire vis-à-vis des gens du quartier par rapport à des enjeux qu'on vivait, là. Tu sais, la question des taudis, la question du développement du logement social. Feux aussi. Les feux, la gentrification dans le quartier. On voulait un quartier qui permette à plusieurs types de population de coexister. On ne voulait pas que le quartier se transforme puis devienne un quartier juste pour les riches, tu sais. Il y avait une vision qu'un quartier vivant, même si on est dans un centre-ville, c'est un quartier où tu as une mixité de population. Oui. C'est pas nécessairement pauvre. C'est pauvre peut-être en argent, mais pas en personne responsable. Puis il y avait beaucoup de pouvoir, en tout cas, à travers ça. Disons qu'il a fallu s'adapter. On a jasé pas mal. Oh, oui, il a fallu s'adapter. Tu ne travailles pas avec les gens d'un quartier comme tu travailles avec des jeunes intellectuels qui peuvent arriver à 10 h puis 11 h le matin. On s'en vient, là, tu sais, le monde, eux autres, s'en vont dîner avec les enfants. Tu sais, en tout cas, on a mis les choses sur la table. Puis... Quand je suis arrivée, déjà en 80, le comité social nous avait prêté un petit espace, puis on travaillait là. Puis après ça, on a agrandi, mais on était toujours au comité social. D'ailleurs, le comité social était vraiment une aide importante pour plusieurs organismes. C'était un point central qui regroupait beaucoup d'organismes. Puis, tu sais, cette solidarité-là entre les groupes, si ça n'avait pas été fort, la Criée n'aurait pas pu exister, n'aurait pas pu se développer. Parce que l'argent, on n'avait pas. Fait que, tu sais, il fallait se débrouiller avec les ressources. Le comité social avait des locaux, il les mettait à disposition des gens. Et les organismes avaient soit des connaissances en gestion, soit des connaissances en écriture. Les gens venaient collaborer, tu sais. Fait que c'était une période vraiment d'ébullition. C'est comme une pépinière de toutes sortes de changements. Donc, une grande ouverture, beaucoup d'échanges, beaucoup de travail en commun. D'esprit, je dirais aussi. Oui. Puis beaucoup de petits miracles au quotidien aussi. Moi, je calcule que c'était une bonne période, en tout cas. On a avancé, puis on a fait avancer d'autres mondes. C'est ça qui est important pour moi, là. Puis on en rencontre encore des fois, puis ils sont contents de nous voir, puis oui. Elle a tricoté un couvre-lit à la fin de vie. Elle n'est pas capable d'arriver à ça. Pourtant, elle a fait un couvre-lit comme ça. J'ai oublié. Elle l'a oublié. J'adore parce que mettre alentour d'un arbre. Claude m'a dit surtout ne serre C'est fait pour. Claude m'a dit surtout ne serre pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie. Au début, c'est super dur de tricoter large. T'es obligé de serrer presque. Essaye de donner je prends juste plus bas. Pour pas perdre. Là, tu peux l'accrocher, mais quand tu vas... Je sais pas à l'envers.
OK. Là, t'es rendu à Laval. Je pense que ça a pas pris. Tu te rappelles-tu avant ton enfant? Oui, je passe devant et derrière. C'est ça. Oui, moi, je m'appelle Lynn Lortie. Moi, je suis dans... Je reste dans un HLM et j'aime ça venir ici. Puis ça fait 3 fois que je viens ici et j'aime ça faire du tricot parce que à place de faire mon arriver puis je m'ennuie pas parce que moi j'habite seule. Puis des fois je m'ennuie puis là j'ai dit à place de m'ennuyer je veux en faire du tricot. Puis pour ça j'apprends des choses avec le monde et j'apprends à les connaître aussi. Puis j'aime ça. Vous voulez faire quoi avec cette belle laine-là? Elle est belle, hein? Ah, spéciale. Ah oui. Non, moi, je veux pas la prendre. Pourquoi? Mais si, Moi, je suis une résidence des Taux Frontenac. Je suis Nicole Boutillier. J'habite au 16e étage. Ça fait déjà 5 ans. Là, c'est ma 5e année. Puis je fais partie des tricoteuses. Puis du projet Montréal aussi. On fait des tricots graffiti. Allez-y, posez-moi vos questions. Qu'est-ce qui se passe là pour quelqu'un qui voit pas ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce qu'il y a autour, ce que les gens font, l'ambiance? Ben, l'ambiance est très chaleureuse, est invitante aussi. On se fait des amis. Tout le monde. Il y en a qui apprennent à tricoter, il y en a qui montrent à tricoter. Puis nous-mêmes on tricote. Alors c'est un bel rassemblement. Mais moi, c'est toujours pour reprendre le rond, je sais plus faire après. Ben, c'est exactement pareil. Ah oui, c'est la rue, là. Oui. Oh, accroche. C'est donc bien beau. J'ai rien dit. Celle-là. J'ai même pas soutenu. Non. En arrière. En arrière puis au-dessus. Comme ça. Juste vous présenter pour commencer. On dit-tu notre nom pis tout? Ben, comme vous voulez. OK, moi je m'appelle Danielle, j'habite dans les Tours Frontenac depuis le 5 de février 2017. Et je suis au paradis. Je suis à ma retraite, puis je m'implique beaucoup dans la communauté, dans le quartier. Puis c'est ça, on voit que tout va changer, pas tout de suite, tranquillement, pas vite. Dans le parc, quand on tricote, ben les promeneuses, ils arrêtent, ils nous regardent. Ah, on a quelqu'un d'autre la semaine d'après. Puis ça fait sortir les gens de leur isolement. Après ça, je sais pas quoi dire. Hey, Gasso! Est-ce que vous pouvez me la décrire, l'œuvre, comme on la voit en ce moment? L'œuvre, comme on la voit, mon Dieu Seigneur, c'est comme la société, si on peut dire. T'as de différentes couleurs, de différentes grandeurs, de différentes formes, pareil comme la société, c'est vrai. On a des Blancs, on a des Noirs, on a des Chinois, on a des Canadiens, on a des Gaspésiens. Puis l'œuvre, elle peut représenter ça aussi. Il y a plein de couleurs, il y a plein de carrés différents. Puis c'est ça qui fait beau. C'est ça qui fait que c'est beau. Puis on a tout chacun notre petit coin d'amour dedans. Puis c'est ça, quand on est en pine, quelqu'un qui est en pine puis qui tricote, ben on oublie les petits bobos. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire aux gens qui vont la voir, cette œuvre-là, dans le parc? Qui vont la découvrir? Je pense qu'ils vont faire des sourires. Puis juste le fait de la regarder puis d'aller voir des détails vont peut-être leur donner le courage de tricoter ou ils vont peut-être dire « Ah, ben ça, si je faisais ça,
je vais pouvoir finir par m'en sortir. Puis, ben quand je vais, comment on dirait ça, donc? Ben, essayer d'aller chercher les ressources. Puis, s'ils sont en peine, admettons une peine d'amour, puis ils se promènent, ben, ils vont la voir, puis, pour 5 minutes, le cœur va les faire tourner par un autre, une autre pensée. Un petit 5 minutes de bonheur par-ci, par-là, ça fait du bien. Et puis c'est vraiment beau, là, c'est tricoté avec toutes sortes de motifs, c'est incroyable. Même avec toutes sortes de laine, on Toutes dirait. sortes de laine, puis il y en a qui ont fait des belles fleurs en laine mettre dessus. Puis celle qui l'assemble, là, ben, elle est pas mal bonne, elle aussi. Bien, Centre-Sud, c'est un quartier qui a une tradition, ou en tout cas un passé ouvrier, qui a aussi une grande tradition communautariste. Là, je pense qu'il y a au-dessus de 250 organismes communautaires. Ville-Marie, pour moi, c'est mon quartier de jeunesse. Là. J'ai grandi ici. On est souriants, on s'entraide dans le quartier. Oui, beaucoup. Moi, j'ai grandi ici, puis je m'en irai pas d'ici. C'est ma maison. Vite comme ça, je dirais que c'est un quartier qui a beaucoup de diversité. Fait que c'est un quartier où, quand tu te promènes, ben c'est facile de te sentir un peu à ta place parce que tout le monde est différent. Fait que toi aussi, tu es différent. Tu marches, tu es à ta place. J'ai rencontré des gens qui ressemblaient à ma ville d'origine. Des gens simples, qui travaillent, des fois ne travaillent pas, qui ont des problèmes, des fois qui n'en ont pas. C'est un quartier qui a aussi plein de traces, en fait. Donc, les murales, on a plusieurs traces des murales des luttes par rapport au VIH-Sida, notamment avec le Parc de l'Espoir, avec des anciennes fresques également qui sont sur les bâtiments, qui rappellent que les gens sont morts, que ça a changé la face même du quartier d'une certaine façon. Centre-Sud, pour moi, c'est d'abord un espace urbain qui a une identité assez forte, assez particulière, une très riche histoire que les gens connaissent peu et une vie sociale qui est assez intense, assez dynamique. Il y a plein de découvertes à faire dans ce quartier-là. Pour moi, le Centre-Sud m'a offert une opportunité de m'impliquer. Comme je voulais donner, puis oui, ils m'ont accepté pour que je donne, puis ils m'ont donné de retour. Ben, moi, comme j'ai dit tantôt, le quartier il est tranquille. C'est au prix d'avant. Avant, ça a changé beaucoup. Tu voyais des gangs passer, puis ouf, tu rentrais chez vous pas mal lent. Puis aujourd'hui, pas en tout. Il y a plus de sécurité dans le quartier. Oui, la police passe souvent pour voir. On est entouré du transport primordial, puis on a des parcs entourés. Puis il y a des centres communautaires qui nous entourent. On est comblé de beaucoup de services quand même. C'est très vivant. Oui, très, très vivant. Je pense que vivant, c'est le mot que aussi je prendrais pour caractériser le quartier parce que c'est tellement plein de vie. Il y a des jeunes, des moins jeunes qui se côtoient, qui s'entraident. Je pourrais dire le Centre-Sud n'est pas ce qu'on appelle un milieu, comme certains pensent, de milieu, un quartier défavorisé. C'est plus un quartier à découvrir et à apprendre la richesse à l'intérieur de ce quartier-là.
Le mouvement Courte Pointe, c'est un mouvement assez intéressant qui est en train de se dérouler dans le Centre-Sud, en fait, qui part du constat qu'il y a une multitude de groupes, une multitude d'acteurs sociaux dans le quartier qui font toutes sortes de choses qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement dynamiques et qui sont assez mal connues. Alors même nous, entre les groupes, on connaît assez mal ce que les autres font. Il y a possibilité que tout ça forme un tout qui contribue à l'amélioration des conditions de vie dans le quartier puis du sentiment d'appartenance à ce quartier-là. Et les personnes disaient que la question de faciliter que les résidents et les résidents s'approprient de l'histoire du quartier et que cela sorte des musées là, pour être une histoire partagée était vraiment important. Jetez-vous dans l'eau, puis ensuite, on va voir ce que ça donne. C'est parfait aussi. Ça permet l'innovation, mais une innovation qui est cohérente avec des actions qui se passent déjà dans le terrain, donc qui est respectueuse de cela. Donc, c'est très important. Et c'est pour ça que c'est faisable, à quelque part. Et qu'on est content de le faire. J'aime ça, ce que tu dis. Nous, on est sur beaucoup de concertations qui touchent à la toxico-itinérance, qui est le mandat de notre organisme principalement. Donc, on fait partie de beaucoup de tables de concertation, de comités, tout ça, qui touchent directement ou indirectement ces aspects-là. Donc, il y a des acteurs qu'on rejoint un peu moins. Une occasion dans le milieu communautaire où les acteurs qui vont travailler dans la communauté, un certain secteur, de discuter des pratiques qui sont, donc comment on travaille, pourquoi on travaille, échanger à partir de là. Donc, pour nous, en ce sens, la communauté de pratique, c'est ça. J'étais un petit peu réticent au départ, dans le sens où je me suis dit, bon, ben, ça va être beaucoup de blabla et on va dire oui, je suis contre ci, je suis contre ça. Et la façon dont ça a été amené, c'était exactement l'inverse. Alors, c'est tout ça qui fait que, en plus, ça a permis de consolider des liens. Peut-être décloisonner certains dossiers ou faire avancer plus vite ou créer des partenariats peut-être qui auraient pu paraître insolites à la base, mais qui, dans un but commun, finalement, qu'on se découvre des buts communs, ce qui arrive souvent, dans des belles surprises, généralement. Dans ce quartier, on essaye de prendre les choses à l'envers. Hein? C'est-à-dire de dire, partons de l'être humain, de ce qu'il vit dans le quotidien, pour en tirer une espèce de, je dirais pas de philosophie, mais une espèce de façon d'être, une espèce de façon de faire. Et à ce moment-là, on développe, si vous voulez, à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, un savoir-être et un savoir-faire. Besoin d'avoir un espace pour favoriser la production alimentaire, mais pour moi, la serre, ça dépasse la simple production, parce que ce soit les cuisines collectives, que ce soit la distribution de produits aussi au marché solidaire Frontenac, que ce soit les ateliers de sensibilisation avec la société éco-citoyenne, les ateliers. Donc, il y a vraiment une prise en charge des gens par eux-mêmes, puis on leur donne des outils. Fait que pour moi, c'est vraiment cette valeur ajoutée-là. Et il manquait d'amour, hein, c'est ça? Oui, Il manquait beaucoup d'amour. Puis dans la mesure où on a voulu aussi que les gens se le réapproprient, mais c'est ça, on a justement dans l'idée que ce parc-là devienne aussi un lieu fréquenté par les ados, parce qu'on a l'école secondaire là, qui est à côté. Il y a différents organismes jeunesse aussi qui sont dans l'entourage. On s'est dit, bon, dans la mesure où on veut mettre en place des nouvelles infrastructures, mais c'est quoi un peu les besoins? Qu'est-ce qui est à la vente? Qu'est-ce que les jeunes veulent vraiment? C'est vraiment de voir cette mise en commun là, des gens, puis un peu de jouer à l'apprenti sorcier. Je pense que quand tout le monde s'est assis autour de la table, il n'y avait personne qui avait une expertise pour mettre sur pied, c'est ça, cette serre communautaire-là. Au coin de Folhomme et puis Notre-Dame, il y a deux gros réservoirs qui étaient là. Ben, autrefois, l'AMNAS arrivait par bateau. On était transféré du bateau dans ce réservoir-là, puis ça appartenait à la compagnie Ernest Carrière. Bon.
Et puis l'amnesty, c'était tellement populaire dans ce temps-là, on m'a dit, ils ont cessé à présent de faire ce processus-là, autrement dit. Mais autrefois, les réservoirs se vidaient durant l'année, tu sais. Puis le Faubourg Amnesty, c'était évidemment, ça porte son nom, c'était le plus gros consommateur mondial. Historiquement, c'était un quartier qui était situé pas tellement loin du Vieux-Port, puis il y avait une grosse industrie qu'on appelait la brasserie Molson, qui était pas tellement loin de ce quartier-là. Puis les gens disaient, bien, ceux qui vivent en haut de la côte de René Lévesque, la Gauchetière, c'était des gens qui habitaient dans un quartier défavorisé, puis là, ils appelaient ça comme Faubourg Amnesty. Bien, c'est partant de René Lévesque, aller jusqu'au bord du fleuve, puis ça allait de la rue Amherst jusqu'à Papineau, à peu près. C'était dans ce quartier-là. Le quartier est assez actif parce qu'il y avait le cinéma Champlain, je m'en souviens. Il y avait des... Bon, puis on était un petit peu éloigné des quartiers, ce qu'on appelait des clubs, des boîtes de nuit, parce qu'il y avait le Cosa Loma, il y avait plein de clubs. Puis il y en avait un, le fameux club qu'on appelait Electra. Puis il y avait aussi le Mocambo, situé sur Frontenac, près du Havre et Notre-Dame. Puis là, ce quartier-là, c'était des gens qui travaillaient aussi en grande partie dans des industries, dans des manufactures. C'était pas de classe moyenne ou de classe professionnelle. Tu avais l'usine Laurentien Water, tu avais la compagnie de textile K-Pop qui faisait du K-Pop pour embourrer des coussins. Tu avais une grosse usine là, mais c'était du monde qui ne gagnait pas des gros salaires. Là, au nord de René Lévesque, les loyers étaient plus chers. Tu avais peut-être une différence de 15 pièces par mois. Mais il fallait être les moyens de les payer. Et plus grand, plus dur à chauffer. Il y avait un mélange un peu de tout dans notre coin, nous autres. Si on allait, disons, à l'est de Visitation, tu avais encore des maisons plus luxueuses. Les boiseries étaient superbes dans ça. Parce que moi, je les ai visitées, j'ai fait beaucoup de livraisons. Mais plus tu t'en allais, disons, vers la rue Amherst, c'était des familles plus démunies, des familles plus grosses, plus nombreuses. Puis, souvent, le fait qu'il y avait des loyers n'était pas cher à cette époque-là, parce que c'était toutes des petites résidences. Donc, les gens fréquentaient, puis louaient de ces logements-là, vivaient, puis ils travaillaient à proximité. La résidence où j'habitais, je rentrais directement de la résidence sur le trottoir. Puis, on avait des chambres à louer, puis c'était tout au deuxième étage. Au premier, c'était comme une cafétéria, et puis il y avait un salon, mais on avait des chambres individuelles. Puis c'était comme ça, là, bon. Puis il y avait une toilette commune pour les chambres à coucher. On était 4 dans une section, 4 autres dans l'autre section. Puis on était 8 locataires. Nous autres, on se plaint avec 6, mais la famille Corbeil, à côté de la maison, qui était 16. 16 dans 4 appartements. Tu ne coucherais pas ses longueurs dans le lit. Hein? Le gars, il avait monté 3 lits doubles. Pas un, 3 lits doubles, un par-dessus l'autre. Il couchait 12 dans la même chambre. C'est large. C'est parce que c'était inimaginable. Puis les autres avec, il n'y avait pas plus de bains, les Corbeilles. Ça, je me souviens. Moi, je me souviens, moi. Là. Excepté que la cuisine d'été, en bas, c'était la cuisine. Ah, OK. Donc, il devait... Il y avait un petit salon qu'il pouvait faire, mais il était 16 dans cette maison-là. Là. Il y avait juste 2 chambres à coucher. Là. Ça faisait du monde, hein? Un des facteurs majeurs négatifs au quartier, c'était la question de la salubrité. Puis ça m'avait frappé. Puis je vous dis honnêtement, c'était pas de gaieté de cœur que je me faisais des amis de d'autres régions, les inviter dans notre quartier. Au contraire, on sortait, puis on allait au club où c'était comme ça. On n'osait pas montrer où on demeurait parce que c'était très, très minime.
Ben, tu avais une réputation de pauvre. Puis de violence. Puis de violence, mais la violence, je n'avais pas peur à ce temps-là. Si vous voulez régler un problème, on se rencontre au coin de la rue à telle heure. 2, 3 coups de poing sur la gueule, puis le lendemain, on est ensemble. Hein, on a un soir qui était venu se placer avec une carabine. Mais le commerce, là, le chinois, sa chinois. vitrine était défaite presque Ouais, toutes les semaines. C'était un Chinois, il cassait sa vitre. Sur ma rue, moi, la Ramers, on n'était pas des bombes, là. Vous savez, parce qu'on peut dire des bombes sur Sainte-Anne-Rue, à côté de la rue Saint-Timothée, que tout le monde connaît, avec les messieurs Cotroni, Vendetti et autres, et Lagacé, entre autres. C'était connu comme étant leur territoire? Oui, ça, c'était la gang américaine qui appelait, là. Qui sont devenus responsables de la mafia, plus ou moins, d'après ce qu'on sait, les avocats, les journaux. C'était pas la même chose du tout. Hein. D'ailleurs, tout le quartier était très violent. Il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait beaucoup d'enfants, alors des gangs de rue. Il y avait, comme, mettons, prenez la rue Wolfe, dans Sherbrooke, Ontario, puis d'Ontario à Desmontigny, ça, c'était toutes des gangs. Okay. Toutes les rues comme ça, jusqu'à Frontenac. Moi, je me promenais là, moi, j'avais 13-14 ans, 10 heures le soir. Puis ce qui était dangereux, c'est que tu avais toujours des fonds de cour, des passages de cour. Tu passes en dessous de la maison, là. Tu en vois encore quelques-uns, mais dans ce temps-là, c'était habité en arrière. Puis le monde ne mettait pas de lumière parce que l'électricité était trop chère. Donc, tu étais trop noir. Si tu passais devant un passage de cour, c'était un peu plus énervant. Mais je connaissais assez le monde dans le coin qu'un gars de la place ne t'aurait pas attaqué. Ça aurait été un étranger qui t'aurait attaqué. Il y avait toujours une personne qui était assise dans sa fenêtre. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de programme comme aujourd'hui. On sait que c'était surveillé malgré tout, parce qu'il y avait toujours quelqu'un. Fait qu'il pouvait au moins aviser d'autres, puis sortir, puis demander ce qui se passait. Ce qu'on appelle surveillance de quartier. Sais-tu que la police était plus présente à pied dans ce temps-là, aujourd'hui? En dedans de 3 coins de rue, je rencontrais un policier à pied. Fait que, disons, les quartiers, ils étaient pauvres, mais la violence ne se faisait pas directement dans notre quartier. On avait du plaisir pareil, ça se mêlait pareil, le monde, excepté que, comme je te dis, au nord de René Lévesque, oublie ça, tu n'allais pas te mêler avec eux autres. Je pense que le monde s'était créé une barrière. Puis pourquoi? On allait à la même école. Quand tu demeures entre Sainte-Catherine, puis René Lévesque, ou Craig, puis René Lévesque, on était tous à la même école. Mais c'est des bons moments quand même, parce qu'on ne pouvait pas savoir que c'était qu'on n'était pas riche, parce qu'on vivait tous de la même manière dans ce quartier-là. La façon de vivre, c'était plus semblable, je trouve, à un milieu de la campagne en ville, là, si tu veux. C'était pas anonyme. Là. Si tu vivais pas là pour t'isoler. Les gens, vraiment, il y avait beaucoup de liens, d'interactions. C'était pas riche, c'est sûr. C'était pas un quartier riche. Les gens n'avaient pas là, des moyens à tout casser. Mais c'était des gens généreux. Alors, je m'appelle Maritza Gagliotti. Je suis mexicaine. Je vis au Mexique. J'ai été ici au Montréal pendant 5 mois et au Le Creek pendant 1 mois. Et j'aime beaucoup Le Creek parce que c'est de beaucoup aider pour moi. Bonjour, je m'appelle Samara Al-Moussiati. Je viens de la Syrie. J'habite au centre-sud, ça fait 7 ans. J'aime beaucoup mon quartier. Merci. Bonjour, je m'appelle Isabelle Thieudy. Je suis française. Je vis à Montréal depuis 1 an et j'adore le quartier Ville-Marie où je suis. Oui, bonjour, je m'appelle Cécile. Je suis québécoise d'origine. Je viens de Salaberry de Valleyfield et je suis au Creek depuis plusieurs années. Bonjour, je m'appelle Soledad. Je suis mexicaine.
J'aime le foie de Montréal. Bonjour, je m'appelle Chouria Ilarish, je suis marocaine. Il y a 5 ans que je suis ici au Canada. J'habite à Montréal et je suis fière de parler en français. Bonjour à tous, moi je m'appelle Lucie Koulibaly. Je viens du Burkina Faso et j'habite le centre-sud depuis une dizaine d'années et je suis bien. Je m'appelle Horacio, je suis de la Colombie. Ça fait 45 ans que j'habite au Canada, depuis 45 ans. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Grignon, je suis montréalaise de cœur et centre-sudienne depuis quelques années. J'adore mon quartier et je crois que centre-sud, on y revient toujours. Bonjour, je m'appelle Dario, je suis de la Colombie et je suis arrivé il y a 10 mois à Montréal